Nous allons commencer cette séance du Conseil municipal du lundi 27 juin. Alors, nous avons les absences de Madame Durand, qui a donné un pouvoir à Madame Marchais. Monsieur Delaunay a donné un pouvoir à Madame Pinard. Monsieur Michel a donné un pouvoir à Monsieur Kermarek. Madame Maury a donné un pouvoir à Monsieur Hervé. Monsieur François Salle sera en retard. Il a donné, en attendant, un pouvoir à Madame Pétel. Monsieur Lecam est absent et donc a donné un pouvoir à Monsieur Salio. Monsieur Dégueré est absent et a donné un pouvoir à Monsieur Houssin. Et Monsieur Roulet est absent. Il a donné un pouvoir à Madame Le Russard. J'espère que j'ai oublié personne. Tout va bien. Pardon ? Olivier Tanaz. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas. On n'a pas eu le pouvoir. D'accord. Très bien, Monsieur Saunier. C'est noté. C'est noté. Bien. Peut-être avant de démarrer l'ordre du jour, on a retiré une délibération concernant la maison du campus. Alors, j'ai peut-être une explication à vous fournir. En fait, la maison du campus, qui est gérée par le conseil départemental a souhaité se séparer cette maison du campus cette année. Donc, il n'a pas souhaité renouveler la convention que nous avions avec eux concernant la maison du campus. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas signer de convention avec. Donc, c'est pour ça qu'on a retiré cette délibération. Voilà. Je vous propose la candidature de Monsieur Salio comme secrétaire de séance. Bien, nous allons commencer l'ordre du jour. Donc, nous avons à approuver le compte-rendu municipal du 30 mai en délibération numéro 1. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette... Oui, Monsieur Houssin ? Oui, à la lecture de ce compte-rendu, je suis surpris de ne pas retrouver la délibération 220510 qui avait attrait à l'adhésion de l'agence France Locale. Cette délibération avait été retirée, donc on aurait pu la retrouver au compte-rendu. C'est vrai qu'on n'a pas eu un compte-rendu exhaustif parce qu'il n'a pas été enregistré, donc on ne peut pas apporter la preuve, mais oui, ça aurait été bien malheureusement, il n'a pas été enregistré, effectivement, suite à un problème technique. Non, mais c'est un compte-rendu d'un conseil municipal, donc on aurait pu très bien faire une annotation en spécifiant qu'on avait retiré cette délibération. Voilà. D'accord. Okay, merci. On peut le spécifier. Cette délibération va être présentée ce soir. Très bien, d'autres remarques ? Donc je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le compte rendu est approuvé. Merci. Avec la modification de la numéro 10, tout à fait. Délibération numéro 2, donc finance, justement, adhésion au groupe France Local et engagement de garantie première, demande. Monsieur Leroy. Oui, donc deuxième passage, donc je ne vais pas tout relire, mais comme déjà annoncé lors du dernier conseil municipal, donc l'agence France Locale est une banque créée par la loi de juillet 2013 par la volonté d'élus locaux, qui a pour but de financer les collectivités territoriales et leurs groupements. Donc suite aux crises de 2008 et 2011, les collectivités ont fait le choix de créer leur propre banque et d'installer un nouvel acteur du financement des collectivités. En opérant directement sur le marché obligataire, la AFL a pour vocation à optimiser le coût du financement des investissements publics locaux et à en sécuriser l'accès, en plus de diversifier les ressources. La particularité et le préalable à toute mise en place d'un financement et l'adhésion des collectivités à ce groupe. Fin 2021, près de 500 collectivités étaient adhérentes. Elles détiennent l'intégralité du capital de l'AFL et en assurent la gouvernance. À noter que Rennes et Rennes Métropole ont adhéré l'année dernière. Cette dernière a par ailleurs contracté le prêt le plus élevé de l'AFL avec 73 millions d'euros, démontrant la confiance envers l'établissement. Le principe de l'adhésion n'est pas le versement d'un droit d'entrée, il s'agit d'une prise de participation au capital. Les collectivités membres sont les seuls actionnaires de l'établissement et les seuls bénéficiaires et garantes. L'accord d'adhésion des communes se base sur une notation de l'AFL comprise entre 1 et 7, 7 étant la plus mauvaise note et 6 la note maximale pour pouvoir adhérer.
Bru a obtenu la note de 3,39, ce qui la place bien au-dessus de la moyenne, notamment grâce aux mesures prises ces 2 dernières années. Le calcul de l'apport en capital initial est fondé sur l'encours de la dette au 31 décembre 2021, soit 15 329 332 €, déduit ensuite du fonds de soutien de l'emprunt toxique que la collectivité doit encore toucher, soit près de 3 millions d'euros. L'encours retenu pour le calcul est donc de 12 333 804 €, multiplié donc par 0,9%, ce qui nous donne un apport de 111 100 €, ce qui sera versé en 3 fois. Une fois l'adhésion réalisée, les besoins de la ville pourront être financés et l'AFL sera en mesure de proposer des offres sur ce point. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Saunier. Merci, monsieur le maire. Alors, on retrouve donc la délibération complète, cette fois, qui propose l'adhésion au groupe France Local et d'autre part l'engagement de garantie. Alors, tout à fait. Monsieur Leroy, alors je ne sais pas si c'est un oubli, mais on n'a pas pu l'avoir lors de la dernière commission. On aurait pu en parler et au moins traiter les questions que j'ai posées lors du conseil. Je suppose qu'ici, tout le monde a pu prendre en compte les éléments complémentaires et entre eux cette annexe. Donc, comme vous l'avez dit, l'agence France Locale, c'est une banque française intégralement gérée pour les collectivités. Il y a seulement 500 collectivités qui y ont adhéré. Voilà, la reprise des taux, comme j'avais pu le dire lors du dernier conseil, et les marchés financiers qui sont compliqués, apportent de nouvelles incertitudes auprès des collectivités. Sera-t-il possible de lever les fonds lorsque nous en aurons besoin? C'est un vrai souci pour les collectivités, surtout à quelles conditions? Pour autant, cela nécessite-t-il d'adhérer à cette agence France Locale? Monsieur Leroy, devant l'absence de simulation probante, vous aviez annoncé lors du dernier conseil avoir fait une comparaison uniquement de taux qui permet d'établir que nous obtiendrons un taux préférentiel et surtout qui lui permettrait d'amortir l'adhésion. Devant l'absence de certitude d'obtenir un financement au moment où nous solliciterons l'agence France Locale, devant l'importance du mécanisme de garantie, devant le peu de collectivités adhérentes à l'agence France Locale qui laissent penser que les éléments ne sont pas suffisamment attractifs, nous voterons contre l'adhésion au groupe France Locale et l'engagement de garantie première. Voilà. Merci. Très bien. Bon, je suis pas étonné. Hein. Effectivement, c'est une adhésion qui permet à la ville et aux Brugeois d'adhérer à un financement un peu dans des conditions qui sont un peu avantageuses par rapport aux banques privées et même aux banques d'État. Donc, oui, je suis pas étonné de ce refus d'adhérer à ça. On a effectivement depuis notre victoire aux élections municipales, depuis votre défaite aux élections municipales, un discours qui promet d'être constructif. On voit toute la dualité, voire la duplicité des propos. Donc on prend note. Merci, monsieur Saunier. Monsieur Saunier. Bon, écoutez, on ne juge pas la construction, en tous les cas les éléments par rapport à une position qu'on peut avoir de vote. Je ne vois pas en quoi on n'est pas constructif. On a le droit, sauf erreur de ma part, à porter nos éléments et puis nos arguments et à les partager. On n'a pas pour habitude, en tous les cas, nous, de se porter un engagement de la collectivité 110 000 € sans mesurer l'impact et puis s'assurer que nous aurons le retour sur le sujet. Maintenant, vous faites un blanc-seing, monsieur Leroy, tant mieux si on en bénéficie. Mais depuis, effectivement, cette victoire dans des conditions très particulières, on ne peut pas dire, comme vous l'avez présenté, que les choses sont plus saines et mieux gérées. Donc voilà, vous m'autoriserez et vous nous autoriserez à avoir le droit de manifester nos désaccords et nous voterons contre. Je vous prierai quand même dans vos propos de retirer les conditions très particulières dans lesquelles le vote s'est déroulé. Il s'est déroulé dans un cadre normal. Bien sûr, sur le vote, oui, mais les conditions où je parlais du Covid. Oui, c'est tout. Le Covid, c'était pour tout le monde. Oui, non, mais bien sûr. Monsieur Houssin. Non, juste un point et un rappel sur les engagements auprès d'organismes bancaires et d'État. C'est vrai qu'on a eu ici, dans cette collectivité, rappelez-vous, enfin, là aussi, à une époque, on a considéré qu'on pouvait s'engager. On s'est engagé et on connaît tous un peu la suite du prêt toxique. Donc voilà, c'est des engagements. Effectivement, on n'a pas l'assurance des résultats qui seront conséquents à cet engagement. Voilà, c'est tout simplement.
pense qu'il est quand même difficile de comparer le prêt toxique à la position par rapport à l'AFL. C'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Les prêts structurés et toxiques sont interdits à l'AFL, pour info. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je passe au vote. Qui vote contre? Je vous laisse le temps de réagir. Qui s'abstient? Proposition adoptée. Merci. Délibération numéro 3, aménagement, Madame Pinard. Oui, alors il s'agit d'une régularisation sur un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Donc en 2001, des travaux de voirie de la rue de la Rabine ont nécessité l'aménagement d'une partie de la parcelle de Monsieur Laurent. Donc en contrepartie de la suppression de ces 2 places de stationnement privé, il lui avait été proposé donc de céder une partie de la propriété communale située à Les Mathurins-le-Roi. L'engagement de la ville a été réitéré en 2008 et en 2016. Mais ce qui nous amène là à passer la délibération, c'est que la régularisation foncière n'a jamais eu lieu. Conformément aux accords donnés par les différentes municipalités et suite à la réalisation des travaux d'aménagement sur une partie de la propriété privée, il est nécessaire de désaffecter et de déclasser une partie de l'espace vert situé sur la parcelle CD 121, d'acter l'échange foncier entre les entreprises actuelles situées sur les parcelles CD 121, donc environ 34 m², et CD 114, environ 7 m². Afin que cette emprise soit intégrée au domaine privé de la commune, il convient d'en constater la désaffection et d'en prononcer le déclassement du domaine public. Dans un second temps, cette emprise pourra être échangée par acte notarié. La désaffection de l'emprise a été constatée par la police municipale le 20 juin 2022. L'emprise concernée n'étant pas affectée à la circulation routière, ce déclassement n'est pas soumis à une procédure d'enquête publique au titre de la voirie routière. Les frais inhérents à cet échange seront pris en charge par la ville. Je vous demanderai de bien vouloir constater la désaffection de l'emprise d'environ 34 m² sur la parcelle CD 121 en tant qu'elle n'est pas utilisée pour le service public de voirie et qu'elle n'est pas ouverte au public, de prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise, de décider de l'incorporation de cette emprise au domaine privé de la commune, d'approuver la régularisation de l'échange foncier entre Monsieur Laurent et la ville conformément au plan joint et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4, transition écologique et implication citoyenne, Madame Pierre. Merci, bonsoir. Les plans de protection de l'atmosphère ou PPA établis sous l'autorité des préfets de département définissent les objectifs et les mesures à mettre en œuvre pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'air. La finalité des PPA est de protéger la santé des populations et l'environnement en maintenant ou ramenant les concentrations en polluants atmosphériques à des niveaux inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Le Code de l'environnement encadre l'élaboration des PPA obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées au risque de l'être. Le précédent plan 2015-2021 étant arrivé à terme, la préfecture a engagé l'élaboration d'un 3e PPA qui couvre le territoire des 43 communes de Rennes Métropole et porte sur la période 2022-2027. Au titre de sa compétence relative à la qualité de l'air, Rennes Métropole a été étroitement associée aux travaux d'élaboration de ce nouveau PPA. Les mesures des polluants réglementés réalisées par Airbraze sur les stations de mesure attestent désormais du respect des valeurs réglementaires. L'ambition du 3e PPA est de poursuivre cette dynamique de réduction des polluants dans l'air, dans un contexte de durcissement des seuils réglementaires et d'amélioration des connaissances sur les impacts de cette pollution chronique sur la santé des populations. Conformément au Code de l'environnement, le projet de PPA est soumis pour avis aux organes délibérants des communes, donc objet de la présente délibération pour la ville de Bru, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre,
À ce titre, par courrier du 4 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine sollicite la ville de Bru pour avis sur le dossier complet de PPA, comprenant également l'évaluation environnementale et le plan chauffage au bois sur notre territoire. Après la consultation en cours des collectivités, le projet de 3e PPA sera présenté pour avis en Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, puis fera l'objet d'une enquête publique en vue d'une approbation fin 2022. Donc ensuite, vous avez le diagnostic de la qualité de l'air sur le territoire de Rennes Métropole qui recense 4 polluants à enjeu, le dioxyde d'azote, les particules fines PM10 et PM2.5, des polluants non réglementés et retenus malgré tout dans le PPA et des polluants à moindre enjeu. Si on parle des principaux enjeux, il s'agit de 3 axes principaux: l'abaissement des niveaux de pollution, l'amélioration de la connaissance ainsi que la sensibilisation et la mobilisation des citoyens et professionnels sur la qualité de l'air. Ces 3 enjeux principaux sont déclinés en enjeux opérationnels tels que la réduction des pollutions sur les principaux axes routiers, rocades, pénétrantes, voies très circulées en zone urbaine dense, l'abaissement des concentrations liées au chauffage au bois, aux chantiers, au secteur agricole, la consolidation du réseau de surveillance de la population, l'amélioration de la connaissance sur les particules fines et les pesticides, la sensibilisation des publics jeunes, le partage des connaissances avec les citoyens. Et donc, un certain nombre d'objectifs ont été fixés sur les 3 polluants à enjeu. Donc, divisé par 5 le dioxyde d'azote à l'horizon 2025 et, et le divisé par 5 le nombre de personnes exposées à des concentrations moyennes annuelles supérieures au seuil réglementaire en 2021. Pour les PM10, divisé par 4 à l'horizon 2027, le nombre de personnes exposées à des concentrations moyennes annuelles par rapport à la valeur guide de 2005. Et pour les particules fines 2.5, respecté en 2025 sur Rennes Métropole, l'indice d'exposition moyenne 2025 des Français, à savoir 12 microgrammes par mètre cube, afin d'anticiper le seuil des 10 microgrammes en 2030, aligné sur les recommandations de l'OMS. Le plan prévoit un certain nombre de grandes mesures. Donc, outre l'intégration de mesures déjà prévues dans les documents structurants tels le plan de déplacement urbain avec la ligne B du métro, le redéploiement des lignes de bus, le réseau express VO, le plan climat air énergie territorial, dispositifs éco-travaux, renforcement du réseau de chaleur urbain, le plan alimentaire territorial, amélioration des pratiques agricoles, logistique alimentaire locale plus efficiente, ou le schéma directeur d'agglomération de gestion du trafic. L'État, Rennes Métropole et quelques autres partenaires s'engagent à renforcer leurs actions dans différents secteurs. Alors, dans le secteur des déplacements, concernant la combustion de biomasse, en matière d'agriculture, mais aussi pour le secteur industriel et en matière de sensibilisation, donc avec des fiches actions et des objectifs avec des cibles et des budgets afférents. Et donc, afin d'accompagner la mise en œuvre de ces différentes actions spécifiques, Rennes Métropole s'engage en allouant un nouveau budget de 120 000 € dès 2022, puis envisage un budget de 55 000 à 85 000 € par an. De son côté, l'État porte son budget moyen à 50 000 € par an. L'évaluation environnementale et la scénarisation des impacts des actions renvoient à une modélisation plus fine qui sera réalisée en 2022. En ce qui concerne l'avis de Rennes Métropole, l'association étroite de Bru, l'association étroite de Rennes Métropole à la construction du 3e PPA de compétence État a permis d'aboutir à un document complémentaire aux autres plans structurants de la métropole, donc comme le PDU, le PSAET ou le PLUI. Le projet de PPA se veut globalement plus ambitieux et opérationnel, en proposant des actions concrètes qui dépassent les simples objectifs réglementaires. Ce nouveau PPA réaffirme l'ambition de consolider encore les connaissances sur notre territoire comme fondement de l'action.
Après un deuxième PPA centré sur le dioxyde d'azote et le secteur routier, ce nouveau projet intègre plus fortement les particules fines et les pesticides. À noter par ailleurs la volonté affirmée de renforcer la gouvernance et le suivi des actions dans le cadre de ce projet de PPA. Toutefois, la ville note les limites suivantes à ce plan. Le budget alloué aux actions paraît insuffisant au regard des objectifs. Concernant les émissions de particules fines, il conviendrait de cibler également le transport de marchandises et de messagerie et de prendre en compte le coût réel du transport pour réduire ou optimiser le recours au transport routier. Également, bien que ce projet de plan intègre quelques actions relatives à l'amélioration des connaissances et des pratiques sur le volet agricole, la ville de Bru souhaiterait que les mesures relatives aux émissions d'origine agricole soient renforcées, en situation courante comme en cas d'épisode de pollution. La ville souhaiterait ensuite que l'accent soit porté très fortement sur la communication auprès des différents acteurs, secteurs, émetteurs, que ce soit les particuliers, les entreprises, le secteur agricole ou d'autres, pour informer des enjeux, des dangers et des solutions pour éviter et réduire la pollution de l'air. La promotion de l'éco-conduite serait par exemple une solution à mettre en avant. Un renfort de communication est plus particulièrement attendu en période de pollution et y compris sur les secteurs limitrophes à la métropole. Enfin, la ville souhaiterait que l'accès du plus grand nombre à la rénovation énergétique des logements soit garanti par un travail de simplification et d'amplification des dispositifs d'aide existants. Par ailleurs, la commune propose sa candidature au comité de suivi prévu à la gouvernance du PPA. Je vous demanderai de bien vouloir émettre un avis favorable au projet de plan de protection de l'atmosphère de l'État sur le territoire de Rennes Métropole. Merci Madame Pierre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Non? Très bien. Je propose le vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant à l'éducation. Monsieur Hervé. Délibération numéro 5. Donc sur une délibération pour la compensation sur les coûts de restauration scolaire pour les enfants scolarisés en classe Ulysse. Donc une unité localisée pour l'inclusion scolaire, Ulysse, à destination des élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage et ne pouvant faire l'objet d'une scolarisation en milieu ordinaire, existe à l'école privée de la Providence Centre depuis septembre 2010. En 2021-2022, l'Ulysse compte 4 enfants brusois parmi les 13 enfants accueillis. Dans la mesure où aucune Ulysse n'existe dans les écoles publiques de Bru et que la scolarisation dans ce type de classe n'est pas un choix des familles, la ville a décidé en septembre 2015 de prendre en charge la différence entre le coût du repas pratiqué par la Providence et le coût que la famille aurait eu à supporter si la scolarité s'était déroulée dans une école publique brusoise. Le paiement est effectué à terme échu auprès de l'AEPEC de la Providence sur présentation d'une facture trimestrielle. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la reconduction de cette participation aux frais de restauration aux élèves scolarisés en Ulysse, autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses nécessaires pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette délibération? Pas de remarques, pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, merci. Éducation encore. Monsieur Hervé, délibération numéro 6. Donc un peu dans la continuité de la délibération suivante, là c'est pour des élèves scolarisés dans les écoles de Guichen. Par délibération en date du 4 juillet 2003, la ville de Guichen et la ville de Bru passaient un accord concernant la répartition des charges de fonctionnement des écoles, notamment pour les élèves brusois de Pont-Réan scolarisés dans les écoles publiques de Guichen. La grille tarifaire de la commune de Guichen comporte une majoration de 25% pour les enfants non résidents fréquentant la restauration scolaire et les accueils périscolaires. À la demande de la commune de Guichen et au vu de la spécificité du territoire de Pont-Réan-Bru, dont les habitants ont leur bassin de vie sur la ville de Guichen, la ville de Bru avait décidé de prendre en charge cette majoration à partir de 2014.
Il est proposé de renouveler cette participation de septembre 2022 à juillet 2024. Le périmètre géographique concerné est identique à celui retenu pour la répartition des charges de fonctionnement des écoles, Pont-Réan et les lieux dits limitrophes, nommés Beau-Soleil, La Bauderaie, Les Beuchers, Grenade, La Couperie, La Croix-Vesserelle, La Croix-Maréchal, Crottigné. Les écoles concernées sont l'école publique Marcel Greff et l'école privée Sainte-Marie. Les services pour lesquels la majoration financière sera prise en charge seront les suivants: le service de restauration scolaire, les services périscolaires. L'ensemble de ces services ayant été remunicipalisés, la ville de Bru recevra au titre des recettes émis par la ville de Guichen. Recevra des titres de recettes émis par la ville de Guichen. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la prise en charge financière de la majoration tarifaire pour les services périscolaires et la restauration pour les enfants brusois scolarisés à Guichen pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Merci, M. Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 7, M. Hervé, pour l'éducation. Alors les 6 prochaines délibérations concernent les tarifs, donc délibérations qu'on passe tous les ans, tarifs liés à la restauration, au service périscolaire, à la LSH, à l'accueil et aux différents séjours jeunes. Donc les tarifs sont réévalués tous les ans en prenant en compte l'inflation qui était toutes ces dernières années de l'ordre de 1%. Depuis octobre 2021, alors l'Europe vit une crise des prix de l'énergie, principalement provoquée par la hausse des prix du gaz. Et cette crise de l'énergie s'est accentuée en 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc toutes les communes dont l'énergie constitue l'un des principaux postes de dépenses font face à une forte hausse de leur facture d'énergie. Donc selon les données EDF, le tarif de l'électricité a augmenté en 2021 de 35% et celui du gaz de 50%. Les carburants ont augmenté sur 2021 de 20%, plus 35% sur un an glissant. Donc la commune ne peut soutenir à elle seule ces hausses. Donc une nouvelle indemnité inflation sera d'ailleurs versée à la rentrée entre 100 et 150 euros, en plus de celle de fin d'année dernière en début d'année, 100 euros pour les plus modestes, soit 38 millions de Français pour la première indemnité. Donc comme une grande majorité de communes de Rennes de la métropole qui ont fait le choix de tenir compte de cette inflation, nous proposons de réévaluer les tarifs de 4,5% tout en restant en dessous de son niveau d'inflation actuel qui en juin 2022 est de l'ordre de 6,8% par rapport à l'année précédente. Donc l'existence de 14 tranches rattachées au quotient familial permet de ne pas impacter toutes les familles de la même façon et de favoriser par ce biais les familles les plus vulnérables. Donc la délibération numéro 7, donc je vais les lire du coup. Pour la prochaine année scolaire, septembre 2022, août 2023, il est proposé de reprendre les principes suivants. Le coût économique d'une prestation ou d'un service intègre la totalité des éléments qui concourent en fonctionnement à la mise en œuvre de ce service ou prestation. Ce coût économique est calculé par le service finance de la ville au vu des éléments fournis par le ou les services gestionnaires de la prestation ou du service rendu. Les prestations et services du domaine scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance et jeunesse sont tarifés en référence au quotient familial ou des revenus de référence fixés par la CAF. Le quotient familial retenu est issu de la méthode de calcul CAF-MSA. Les familles sont ventilées entre 14 niveaux de revenus. La première tranche est inférieure à 160 euros et la 14e supérieure à 2080 euros. Le tarif le plus élevé, tranche 14, peut au maximum être égal au coût économique de la prestation. La gratuité de la prestation est exclue. Le tarif le plus bas doit rester significatif d'une réelle participation de la famille. Les prestations ou services en lien avec le champ scolaire sont tarifés sur la base du quotient familial. Pour les non-brusois, le tarif de la tranche est majoré de 25%.
Pour les non-brusois, les prestations ou services hors champ scolaire sont tarifés sur la base de la tranche 14, majorée de 25%. Les tarifs hauts et bas, ainsi que les variations entre les tranches, sont arrêtés par le conseil municipal sur proposition des commissions compétentes qui veillent à l'harmonie des critères au vu de la spécificité de chaque service, de chaque prestation ou service. Pour les prestations spécifiques, et notamment celles en régie municipale, des regroupements de tranches peuvent s'effectuer. La commission éducation propose de conserver la grille tarifaire à 14 tranches de quotient familial et d'appliquer une augmentation de 4,5% par rapport au précédent tarif afin de suivre l'inflation. Comme l'année précédente, les tarifs se verront appliquer une réduction de 4% afin de prendre en compte de façon anticipée les éventuelles absences courtes, exemple maladie de moins de 4 jours, ou services non utilisés, exemple sortie scolaire non prévue. Cet abattement de 4% implique qu'aucune régularisation de facturation ne sera faite pour ce type d'absence en cours d'année. Donc on a ensuite les différents tableaux. Au niveau restauration, ça passe donc de 1,0, donc on a 1,08 et la tarification 14 à 5,09 en intégrant les absences à 15%. Donc on passe de 4,87 en 2001-2022 à 5,09 pour la tranche la plus haute et de 1,04 à 1,08 pour la tranche 1. Donc je ne vais pas rebalayer toutes les... Je pense que tous les chiffres sont dans les tableaux. Maintenant, on va passer aux questions, peut-être. Oui. Allez-y, M. Saunier. Donc il y a effectivement un ensemble de délibérations que vous portez à notre attention, là, qui portent tout un point commun, celle d'une augmentation de 4,5% des tarifs de restauration. Alors, augmentation qui est appliquée de façon homogène, vous l'avez expliqué, cela adjoint à toutes les familles et puis à toutes les activités. L'augmentation des prix de matières premières alimentaires, vous l'avez dit, mais aussi celle de l'énergie, pèse sur les coûts de production des repas, des cantines, et donc sur les budgets des collectivités. Nous ne pouvons l'ignorer, ça c'est factuel. La question, c'est de savoir si on répercute tout ou partie de cette augmentation sur les familles, ou si c'est la commune, finalement, qui finance seule une augmentation ou une partie du chemin. C'est le pour élargir le débat au sein de notre Assemblée, mais également pour éclairer les Brusois, nous souhaiterions avoir quelques éclaircissements. Tout d'abord, quel est l'impact estimé en valeur de cette augmentation? Alors sur la base des 6 et quelques pourcents que vous avez cité tout à l'heure, en gros, on sait qu'on a inscrit au budget un certaines dépenses sur l'alimentation ou les fluides, et donc quel est cet impact? 2, l'augmentation de 4,5% génère combien ou générera combien de recettes supplémentaires? 3, combien de familles par tranche les moins élevés seront impactés? En tous les cas, c'est important de mesurer, vous l'avez dit, c'est proportionnel, mais combien de familles? Et puis, la ville de Bru reviendra-t-elle sur cette augmentation, puisque on peut l'espérer, c'est ponctuel, une situation bien particulière. Donc, c'est 4 questions que je voulais vous poser. Merci. Monsieur Leroy, si vous avez des éléments. Oui, en partie. Donc, pour la toute dernière question, hein, les augmentations de tarifs ont tendance à suivre l'inflation. Donc, si l'inflation est à la baisse, les tarifs seront revus à la baisse. Donc, ça, c'est pour cette dernière question. Ensuite, concernant l'impact tarifaire total de cette augmentation, si je dis pas de bêtises, on est de l'ordre de 40 000 euros de recettes supplémentaires. Pour le reste des questions, j'ai pas toutes les réponses, mais je crois que certains en ont, donc je vais laisser la parole. Monsieur Hervé? Concernant le nombre de familles qui seraient le nombre de familles par tranche, J'ai pas la réponse là. Qui peut...
Madame Chevalier, non? Alors, le nombre de familles par tranche. Non, les tranches qui seraient les plus dans les tranches basses, qui seraient impactées dans les tranches basses. Ouais, c'est bien ça la question? Ouais, non. C'est combien j'ai de familles par tranche, juste pour savoir. En fait, si on n'a qu'une seule famille qui est impactée dans la tranche 14, ouais. C'est vrai que ça touche peu de personnes, versus si j'ai beaucoup dans les tranches inférieures, ça touche là potentiellement beaucoup de monde. C'est juste pour savoir combien de personnes on touche par la mesure que l'on va voter là ce soir. Ouais, après, ça va dépendre du coup de la fréquentation finalement, si c'est le périscolaire ou si c'est le centre de loisirs. Là, on parle de cette délibération. Le même nombre de familles à chaque fois. Donc la délibération, là, vous êtes sur la restauration, c'est ça? La restauration, oui. Ouais, bien sûr. Moi, ouais, donc moi j'ai quelques indications du coup, si vous voulez, sur la tranche numéro 5, qui est finalement celle où on va retrouver le plus de familles au périscolaire, où on est périscolaire, donc 111 familles concernées, 111... et sur la tranche 14, c'est celle qui est la plus consommatrice du coup en ALSH. Voilà. Combien? On est à 68 familles sur la tranche 14. Voilà, ça peut vous donner un peu une idée. Mais en restauration, parce que c'est quand même là où on a 1500 repas par jour. Ouais. Pour le coup, là, moi, je n'ai pas l'information. Sur la restauration, là, on n'a pas les... Peut-être que vous aurez le temps de nous les transmettre. Oui, bien sûr. On peut noter et puis revenir vers vous lors de la prochaine commission finance, éventuellement, ou éducation. Juste pour, pour continuer, on voit bien que c'est pas très précis, en tous les cas, dans les éléments de présentation, et je peux comprendre que ça nécessite une vraie... Une approche, mais ça nécessite de la mesure, parce que globalement on touche toutes les familles qui vont être impactées, et nous, on estime qu'on manque de visibilité pour prendre objectivement et valider cette décision. Encore une fois, je disais on comprend qu'il faut aller les impacter. Juste pour vous rappeler, sous l'impulsion des différentes équipes municipales qui se sont succédées, eh bien tout le monde y a participé. La ville est passée à du 100% bio. La qualité de la restauration est reconnue par tous, et c'est vraiment un élément important pour nos jeunes et les familles. Cependant, le soutien de la ville, et on l'avait dit, à ce budget spécifique est conséquent, puisque nous avons vous avez prévu une prise en charge du déficit de restauration pour 500 000 €. Alors, la question qui se pose, c'est que l'augmentation que l'on propose, est-ce qu'elle sera suffisante au risque de voir encore ce déficit se creuser et puis qui commence réellement à peser, raison pour laquelle on attend les conclusions de l'audit. Plusieurs communes, donc il y a deux choses, plusieurs communes imaginent des dispositifs pour absorber cette hausse et ne pas pénaliser les familles. Et peut-être qu'on aurait pu les envisager. Elles proposent de réduire par exemple et ponctuellement certains achats de produits onéreux. Elle privilégie pour d'autres des produits locaux ou se questionne pour identifier quelques produits qui pourraient se substituer ponctuellement encore à des produits bio sans dégrader bien sûr la qualité d'autres repas. D'autres renforcent les actions contre le gaspillage, et je sais que vous y travaillez, et donc peut-être qu'il faut l'accentuer. D'autres améliorent la gestion des commandes de repas pour éviter de réduire, pour avoir moins de pertes, comme le font de nombreux Français en fait, qui adaptent leur mode de consommation. Il s'agit d'adapter nos pratiques à une situation que l'on espère ponctuelle. Donc ça, c'est un premier levier qu'on n'a pas eu, en tous les cas, entendu dans votre présentation. Alors, d'autres communes ne pourront pas éviter une hausse de tarifs. C'est sans doute le cas de Bru à la suite de cette délibération. Cependant, compte tenu de la crise que nous connaissons et qui touche plus particulièrement certaines familles, pourquoi ne proposez-vous pas une augmentation différenciée selon les tranches? Autrement dit, si on est tous d'accord pour dire que c'est 4,5% d'augmentation qu'il faut porter, pourquoi ne proposez-vous pas une augmentation moins importante dans les tranches inférieures pour les familles les plus en difficulté? Situation particulière, décision particulière, que l'on n'a pas entendu dans vos échanges. Peut-être ne l'avez vous-même pas abordé, mais en l'occurrence, si je pose ces questions-là, c'est pour élever le débat et le partager au sein de l'Assemblée, et pour que les Brusois aient une totale transparence, et que qu'on sache pourquoi, et c'était pour ça que je posais cette question sur la répartition des tranches.
on a plus de familles dans les tranches inférieures, et je connais bien le sujet, que dans les tranches supérieures. Vous l'avez cité sur les tranches 14, la plus importante. Donc, voilà, c'est une répartition, une approche homogène qui peut nous interpeller. Et donc, avant que vous répondiez à la question, on aurait bien aimé avoir un éclaircissement et on vous donnera notre position quant au vote. Je peux essayer de vous apporter des éléments de réponse. Il est évident qu'on a bien envisagé cette possibilité de faire une réponse différenciée en fonction des familles. On y a renoncé parce que nous avons déjà 14 tranches, donc c'était rajouter encore un peu de calcul compliqué pour pouvoir faire le calcul, en tout cas dans le temps qui nous était imparti. Donc c'est pour ça que momentanément, nous y avons renoncé. Ça ne veut pas dire qu'on va y renoncer tout le temps, mais en tout cas, momentanément, nous y avons renoncé parce que nous n'avions pas le temps de matériel de l'envisager. Il ne reste pas moins que nous avons quand même 14 tranches qui sont basées sur le quotient familial par rapport à la CAF. Donc, il est certain que les familles les moins aisées sont de toute manière aidées dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité uniformiser l'augmentation sur tous les tarifs, que ce soit la restauration ou les autres délibérations, pour pouvoir faire une chose qui soit équitable, même si on peut effectivement penser que ça risque d'impacter un peu plus certaines familles que d'autres, bien évidemment. Ok, merci. Donc, juste pour conclure, hein, nous nous abstiendrons sur le vote de l'ensemble de ces délibérations, n'ayant pas la visibilité complète nous permettant d'apprécier les impacts sur les données financières et puis les familles concernées. Très bien. Monsieur Salio ? Oui, je voulais juste signaler que une augmentation homogène, ça aurait été d'augmenter d'un certain coût, le même coût, l'ensemble des tranches. Et justement, l'augmenter d'un pourcentage, c'est bien une augmentation différenciée, puisque l'augmentation, voilà, plus le tarif il est bas, plus l'augmentation elle pèse moins lourd, plus finalement la prise en charge de la ville pour les familles des tranches inférieures est importante. Donc c'est ça aussi le principe d'une augmentation déjà différenciée, ce qui nous a fait... voilà. Et après, pour savoir sur quelle tranche de quotient familial le contexte inflationniste va plus peser par rapport à d'autres, c'est aujourd'hui vraiment très compliqué de l'envisager. Sur des épisodes précédents, il y a vraiment des variations sur des modèles statistiques de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Voilà, c'est pas du tout dit que, par exemple, ce soit les tranches les plus inférieures. Enfin, en tout cas, c'est difficile de le mesurer aujourd'hui. Donc, ce serait compliqué en l'état de s'engager dans un vote qui pourrait être hasardeux là-dessus. Même si, voilà, on sait bien que les situations sont compliquées. Je redis aussi que à notre arrivée, on a augmenté le budget d'aide financière de la ville, du CCAS, qu'on a porté de façon symbolique à 1 € par habitant. Donc, il a doublé, et c'est aussi voilà, un levier qui pourra permettre à des familles qui seraient en difficulté dans ce contexte-là de pouvoir leur apporter une aide. Et puis je termine en disant que ce serait peut-être, je sais pas, plus constructif à l'avenir de demander les documents en commission pour pouvoir qu'on soit tous, et c'est des éléments intéressants, et qu'on soit plus tous éclairés de la même façon sur le vote, je le dis, pour l'ensemble du Conseil. Voilà. Merci, Monsieur Salot. Madame Leton ? Oui, si je peux me permettre de répondre, il est difficile d'étudier des documents quand on les a la veille ou l'avant-veille pour la réunion. Voilà. Pour la commission, vous voulez dire ? Pour les commissions, oui, tout à fait. Monsieur Chevet ? Je voudrais juste apporter quelques éléments de réponse sur la restauration, parce que je constate qu'on revient, vous rameniez la question du bio, entre autres choses. Ouais, en tous les cas, j'ai posé un certain nombre de pistes que notre collectivité prenait. Je n'ai pas dit que c'était celle-ci qu'il fallait poser. Compte tenu de l'ensemble des efforts que nous avons tous faits, pardon, pour aller sur le bio. Donc là-dessus, non, j'ai pas remis en cause cette question-là, c'est de dire, questionnons-nous, est-ce qu'il y avait peut-être pas ce levier-là ?
Et pour répondre Non, je vais aller, je voudrais répondre d'abord aux éléments sur la restauration, pour dérouler un peu le raisonnement. Je pense que ramener systématiquement, comme vous l'avez fait déjà au précédent budget, et maintenant la question du bio, dès qu'on touche au budget de la restauration, alors qu'on va le voir, à mon avis, il n'y a pas d'éléments qui justifie ce lien-là. Je pense que c'est poser le débat en des termes qui sont artificiellement polémiques. Et effectivement, comme vous le disiez, vous avez soutenu cette politique-là aussi. Et moi, c'est vraiment un point qui ça fait consensus, ce sujet-là. Et je trouve vraiment dommageable que la question du bio revienne à chaque fois qu'on parle du question de budget restauration, sans éléments probants pour l'instant. Je vais vous donner quelques éléments, puis après on pourra évaluer ensemble, savoir s'il y a un lien à faire entre les deux. Clairement. Alors, je voudrais d'abord rappeler, parce qu'on parle de déficit du budget de restauration, alors effectivement, factuellement oui, parce que c'est un budget qui est annexe, donc il y a forcément, par structure il est déficitaire, mais en réalité, en pratique, c'est une subvention du budget principal au budget restauration. Donc on subventionne une partie des repas, donc c'est un service qu'on rend effectivement à la population. Chacun, même dans les tranches les plus hautes, ne paye qu'une partie du service si on prend le coût de production et aussi l'accompagnement qui est fait sur le temps du repas. Hein. C'est près de 50%, hein, même dans le pire des cas. 500 000 euros. 500 000 euros, oui, c'est un budget, mais c'est le service qu'on rend là, aux habitants de cette ville. Donc c'est un budget qui est important, mais c'est pas forcément c'est pas 500 000 euros de déficit tel qu'on pourrait l'entendre dans un budget qui serait équilibré. En tous les cas, s'il était seul, ce budget, il est déficitaire. C'est bien ce que je dis. Donc il y a une subvention du budget principal et c'est un parti pris, c'est un service public qu'on rend. L'idée, c'est pas de faire payer les habitants l'ensemble du budget restauration. On est bien d'accord sur cette approche-là. Bon. Donc je voudrais rappeler quand même que le déficit dont on parle, et la hausse en tout cas de la subvention qui a eu lieu sur les 2 dernières années, elle est d'abord et avant tout liée, et ça on a donné les éléments, elle est liée à la situation du Covid, la situation sanitaire. Quelques chiffres, hein. De mars à octobre 2021, c'est 41 classes qui ont été fermées pour cause de Covid. Donc le premier repas, le premier jour, c'est 900 repas perdus. Impact immédiat dès le premier jour. Alors on peut mettre toutes les pratiques de bonne gestion en place. Ça, sur ce déficit-là, on ne va pas y revenir. Mais je conteste, et on n'a pas du tout contesté cette gestion et puis cette approche-là. Enfin, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Non, je donne les éléments. Après, chacun pourra se faire son opinion. Mais moi, ce que j'ai retenu des débats qu'on avait eus, l'argument qui était ressorti, c'était le tout bio pose problème parce qu'il coûte trop cher. Où débat qu'il y avait eu en novembre ici, et puis là, vous ramenez la question du tout bio comme piste d'optimisation. Donc, je veux juste rappeler que le déficit qui avait comme beaucoup de Français le font dans leur panier de ménagère, etc., on se pose la question de quelles sont les modalités de... Oui, mais on va y revenir. Comment est-ce qu'on va y revenir. Nous, on a aussi un rôle d'exemplarité, on a aussi un rôle en termes de commande publique sur quelle politique on veut mener au niveau du territoire. Hein. Donc, je vais y revenir sur ce point-là. C'est pas juste, on gère pas notre panier de ménagère ici. Hein. Il y a des contraintes qui sont liées au Covid, hein, sur des contraintes vraiment sanitaires. On doit acheter plus de doses individuelles, donc ça a eu un impact aussi sur les prix. Donc la hausse de la subvention qu'on a fait au budget restauration, elle est d'abord imputable aux gestions Covid, à l'imprévisibilité sur la production, et donc aussi aux baisses des recettes, parce qu'on n'a pas facturé ces repas-là. Hein. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre. Maintenant, ce que j'entends quand vous faites les propositions, donc travailler sur le gaspillage, mais ça c'est déjà en cours. Hein, c'est un sujet qui était déjà lancé, qu'on continue, mais c'est un sujet qui est éminemment compliqué, parce que ça touche à tous les aspects autour de l'accompagnement du repas. On commence à comprendre les causes du gaspillage. Il y a, nous, en tout cas sur la cuisine centrale, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est que le gaspillage à la production, c'est-à-dire que le surcoût par rapport au nombre de repas qui sont livrés est tout à fait en ligne, même mieux que les moyennes nationales. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas consommé sur place dans les écoles. Donc ça, il y a un travail à faire sur les écoles, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre sur quel service restauration les écoles on peut proposer. Sur la gestion des commandes et sur les produits locaux ou produits moins onéreux. Mais là, c'est là où je vous suis plus. Est-ce que ça serait vraiment le bon signal à envoyer en ce moment de dire d'abord sur les produits locaux, on est produits locaux aujourd'hui, parce que je vous rappelle quand même que c'est pas juste le bio, nous, le projet politique, c'est le bio, local et fait maison. C'est ça aussi qui a été porté toutes ces années. Donc les produits locaux, je ne vois pas ce qu'on irait chercher, on est déjà en grande partie en local, et des produits moins onéreux, ça veut dire aller quoi ? Aller chercher plus loin, aller chercher moins bio, donc moins de fournisseurs locaux, alors que les agriculteurs aujourd'hui traversent une crise, la crise qui traverse déjà depuis des années est encore en train de s'accentuer, que la filière bio aujourd'hui est en pleine difficulté. Et c'est là où je ne vous suis plus, c'est-à-dire que vous avez porté ce projet-là, et aujourd'hui,
Vous êtes en train de tourner le dos aux Non, politiques. ne me faites pas dire, Monsieur Chevet, du tout. Parce que ce que je souhaite, et moi je m'en félicite qu'on ait ce débat-là et ces échanges-là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai juste, parce qu'on ne l'a pas eu en commission, en l'occurrence, ni l'éducation, et d'ailleurs pas au niveau des finances, on n'a pas eu du tout cet échange-là. L'idée n'est pas de tirer haro sur ce que l'on a mis en place, c'est de dire qu'est-ce qui est de l'ordre du possible quand on prend une telle décision. Et c'est ça qui est sage et responsable au sein d'une collectivité comme la nôtre. Sur le sujet-là, il y a quand même consensus sur le bio que l'on a développé tous les unes après les autres, chacune des équipes. Donc, alors pour moi, il n'y a aucun état d'âme. Mais c'est les modes de questionnement qu'on peut avoir, vous apportez des éléments de réponse, dont acte. Donc voilà, au contraire. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer du coup quelle piste vous souhaiteriez creuser pour continuer à optimiser le coût des denrées? Moi, je voulais cet échange-là, donc celle que vous citez là, et donc vous apportez des éléments de réponse. Je voulais aussi qu'on regarde aussi, et on avait parlé lors d'autres commissions ou d'autres conseils sur les modalités de commande pour qu'il y ait moins d'annulations. Enfin, voilà, c'est tout, point. Je ne vais pas plus loin, c'est le débat que je souhaite avoir. Et que l'on souhaite partager. Parfait. Je vais vous donner quelques chiffres complémentaires pour relativiser encore l'impact du bio sur ce débat, justement. En 2019, les chiffres qu'on a, c'est le coût de denrée par repas, c'est 2,48 €. D'accord. Alors, la période 2020-2021, effectivement, mais là, on l'a vu, il y a des difficultés sur la production dues au contexte du Covid. On commence à avoir un peu plus de stabilité. Depuis le début de l'année, la moyenne qu'on a sur les coûts de production, c'est 2,62 €. À mettre en regard, donc c'est plus 6%, à mettre en regard avec la hausse de l'inflation sur les différents éléments, juste pour avoir quelques chiffres en tête, le jambon, plus 7%, la viande, 18%, poisson, 16%. Donc ça, c'est l'inflation que tout le monde peut observer, c'est pas spécifique au bio, c'est vrai partout. Malgré ça, on arrive quand même à conserver une augmentation qui est raisonnable sur le prix de denrées. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse acter qu'on peut discuter du budget de la restauration, tout à fait, mais que mettre l'accent systématiquement quand on amène ces questions-là sur le bio, ça me semble être un biais dans la façon de regarder les choses, quoi. Monsieur, rassurez-vous, vraiment rassurez-vous, l'objet n'est pas de rentrer sur un sujet de polémique sur le sujet, c'est de porter à l'Assemblée et d'avoir les éléments d'échange. Donc voilà, j'ignore pas, et on l'a dit, et je l'ai dit en introduction, l'effet de l'inflation sur le budget et puis tous ces éléments-là, et on peut citer toutes les denrées et tous les produits alimentaires qui malheureusement ne cessent d'augmenter. Donc voilà, nous on estime qu'il faut avoir un débat, et c'est chouette d'avoir ce débat-là ici et de le partager. On ne remet pas en cause la question, par contre on n'avait pas les éléments de visibilité, raison pour laquelle nous abstenons. Merci. Monsieur Leroy. Oui, dernière précision donc sur le budget. Donc cette année, on a un budget de 466 000 € pour la subvention. Donc on n'est pas tout à fait aux 500 000. On est à 7% de moins. Et au vu de ces dernières délibérations, donc on ne prévoit pas, si l'inflation n'augmente pas plus encore que ça, on ne prévoit pas de DM sur cette subvention. Monsieur Hervé. Ouais, par rapport aux différentes tranches, gérer un pourcentage en fonction des différentes tranches, ça paraît pas tellement gérable, sachant qu'en fonction des services, on n'a pas toujours les mêmes tranches. Qu'on se rend compte, c'est pas tant les petites tranches qui vont être plus pénalisées, on pense que c'est plutôt les tranches du milieu, tranches intermédiaires. En tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il sera intéressant, plutôt que de revoir des pourcentages par tranche, c'est de se re-questionner sur la définition des tranches, et que ça peut être, mais par contre c'est pas un travail qui se fait en 5 minutes, et votre contribution sera utile dans ce travail-là, et de prendre le temps de travailler ça sur les mois à venir. Votre micro, monsieur Saunier, s'il vous plaît. Je partage, et on l'a déjà partagé dans d'autres moments. Elle a toutes ses limites. Je pense qu'on est arrivé. Enfin, il y en a trop, et il faudrait qu'on les apprécie mieux. Et volontiers. Très bien. J'ajouterais par rapport à l'inflation, puisque vous demandiez si effectivement la collectivité prenait sa part, oui, parce que nous avons décidé d'augmenter de 4,5% uniquement. Et on nous annonce une inflation vraisemblablement dépassant les 8, voire 9% à la fin de l'année. On est déjà à 6,8. Donc vous voyez que nous prenons notre part également. Voilà. Monsieur Joly. Micro, monsieur Joly, s'il vous plaît. Ouais, j'ai quelques éléments à porter à votre connaissance, monsieur Joly.
vous êtes quelqu'un de politiquement correct, mais bon, vous essayez de trouver les bons arguments pour ne pas voter une délibération qui peut faire plaisir à une certaine population en disant, bah voilà, c'est le défenseur du pauvre, et donc c'est toujours intéressant. Et c'est pas la première fois. Et en même temps, je crois que cette augmentation, comme disait Julien, chacun peut l'interpréter à sa façon. Là, on n'a parlé que des coûts des matières premières et en même temps des interrogations que vous pouvez avoir, mais on les a tous. Et quelle que soit la façon dont on va prendre l'analyse, quelque part, il y a une augmentation des matières premières et on n'a pas parlé ce soir de l'augmentation des coûts de personnel. Elle va être importante cette année et on s'en réjouit. Elle va être au minimum de 4%. Enfin, pour l'instant, voilà, on en a parlé pendant les élections et maintenant, je pense qu'au mois de juillet, on aura des informations et 4% d'augmentation de l'indice de la fonction publique territoriale. Ça va faire quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires. Et dans la restauration, on sait qu'il y a la restauration, mais il y a aussi l'accueil des enfants avant le repas et après le repas. Et donc, on va peut-être avoir encore des surprises au niveau de l'augmentation du service restauration et accueil de ces enfants. C'est ce que je voudrais dire qu'on n'est pas comme l'État. Nous, on doit équilibrer notre budget de fonctionnement par des fonds propres, alors que l'État, comment il distribue des chèques, et puis comment il se finance, puisque les recettes ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte. C'est-à-dire qu'il paye le fonctionnement et, des mesures que je trouve qui peuvent être intéressantes, mais en période électorale, c'est doublement intéressant. Et qui paiera la facture à un moment donné, c'est les contribuables. Donc, il faut être responsable, quoi. Moi, la politique, oui, mais une politique raisonnable et intelligente. Merci. Merci, Monsieur Saunier. Juste, Monsieur le maire, pour conclure, qu'on me soupçonne derrière d'avoir une approche politique des choses. Ça fait plusieurs fois que Monsieur Joly intervient sur les délibérations pour apporter un ton professoral et puis me faire une leçon. J'apprécie pas. Je porte des éléments d'attention à l'Assemblée et puis à chacun d'entre nous. Donc, point barre, je vote pas contre et on va pas voter contre, on s'abstient. Très bien, merci. Je vais proposer un vote pour les délibérations concernant l'augmentation de tarif de 4,5%. Donc les 6 délibérations, si vous le voulez bien. Donc délibération numéro 7 concernant les tarifs périscolaires et restauration. La délibération numéro 8 concernant le tarif de l'accueil des loisirs des 3-10 ans. La délibération numéro 9 concernant l'accueil jeunesse 11-25 ans. La numéro 10... Délibération numéro 10 concernant les tarifs d'utilisation du local de répétition. La numéro 11 concernant les tarifs des séjours et mini-séjours enfance-jeunesse. Et enfin la numéro 12 concernant les tarifs des sorties exceptionnelles, 1 jour ou 2 jours. Voilà, elles sont toutes concernées par cette augmentation de 15,5%. Donc je vous propose, à moins que quelqu'un s'y oppose, de faire un vote général pour toutes ces délibérations. Si personne s'y oppose, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est noté pour les abstentions. Les délibérations 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont donc adoptées. Merci. On avait fait une modification dans une... Ah. Il fallait peut-être... C'était laquelle déjà? La 8, oui. La 8, parce qu'on avait indiqué que le nombre de places d'accueil était limité les mercredis. Donc, en fait, on ne souhaite pas limiter les places d'accueil en ALA-SH. Donc, on a remplacé par le nombre de places d'accueil pendant les vacances est limité, parce qu'il peut y avoir des camps où on limite les places d'accueil, mais on ne limite pas les places pour le mercredi.
Donc c'est un nouvel élément qui m'oblige peut-être à refaire un vote sur la 8. Non, pas besoin de refaire le vote. Très bien. Merci. Alors on est dans l'éducation toujours. La convention d'entente intercommunale pour la création d'un relais petite enfance, c'est la délibération numéro 13, monsieur Hervé. Donc il y a deux conventions là qui ont été rédigées. Donc c'est une convention qui traite sur les modalités de fonctionnement et d'organisation et qui est administrée par ce qu'on appelle une conférence avec des représentants des communes. Donc issu d'un travail très, très productif et très positif en tout cas entre les différentes communes, que ce soit entre les agents ou les élus. Et donc qui ont abouti dans les temps, puisqu'on veut ouvrir le RPE avant la fin de l'année, à une première convention là, sur le fonctionnement. Sachant que, juste en résumé, la commune de Bru va assurer la gestion administrative et porter les emplois de ce RPE. Et elle va représenter l'entente dans les relations externes. Alors donc je vais relire la délibération. Donc dans le cadre de leur politique petite enfance en faveur du développement des modes de garde du jeune enfant, du soutien aux familles dans la recherche d'un mode de garde et de l'accompagnement, de la professionnalisation des assistants maternels, les communes de Bru, Laillé et Pont-Péan ont souhaité s'associer afin de créer un relais petite enfance intercommunal. Donc relais petite enfance prévu dans le Code de l'action sociale et des familles. Afin que le projet puisse être établi sur plusieurs communes partenaires, il convient de s'appuyer sur le cadre de l'entente intercommunale expressément prévu par l'article L 5221 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel 2 ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leur maire ou président, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale, compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leur commune, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. L'objectif est de répondre aux besoins du territoire dans le domaine de la petite enfance en matière de parentalité, de développement des modes de garde d'enfants et de valorisation du métier d'assistant maternel. L'entente a donc pour objet la gestion d'un relais petite enfance, RPE, intercommunal, dont les missions sont celles décrites à l'article L214-1-2 du décret 2021-1115 du 25 août 2021. Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel sur les orientations définies par le comité départemental des services aux familles. Offrir aux assistants maternels et le cas échéant aux professionnels de la garde d'enfants à domicile un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la Charte nationale, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent. Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et le cas échéant aux professionnels de la garde d'enfants à domicile et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre de la deuxième partie du Code de la santé publique. Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir, informer les parents ou les représentants légaux sur les modes d'accueil du jeune enfant, définis à l'article L214 individuels et collectifs présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix d'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies le cas échéant par le comité départemental des services aux familles. L'entente portera sur la création et le fonctionnement d'un RPE sur le territoire des 3 communes signataires dans les conditions fixées de la présente convention. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention qui fera l'objet de délibérations concordantes dans les conseils municipaux de Laillé et de Pont-Péan. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? Madame Le Russard. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc la commune de Bru va bénéficier donc prochainement, donc d'ici la fin de l'année, si j'ai bien compris, d'un relais petite enfance intercommunale et nous ne pouvons que nous en féliciter pour les familles brusoises.
Pouvez-vous nous indiquer quels seront les locaux qui seront mis à la disposition, du RPE? Voilà. Est-ce que vous avez déjà défini les locaux qui seront dédiés au RPE? Donc le RPE sur Bru va s'installer dans les locaux Simone Veil, dans les locaux aujourd'hui occupés par les associations d'assistantes maternelles, à qui on a proposé déjà de continuer un peu leurs activités, parce que même si elles sont très contentes de bénéficier du RPE, elles veulent garder quand même quelques heures propres dans des locaux du centre de loisirs, à la maison des enfants, ce qui leur donc qui nous permet pour répondre à vos questions, c'est dans les locaux de l'espace Simone Veil. D'accord. Effectivement, vous avez devancé ma deuxième question, c'était de vous demander quel local ou quels sont les locaux qui seraient mis à la disposition des 2 associations d'assistantes maternelles. Parce que si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, eh bien, les locaux qui sont aujourd'hui occupés, loués par les 2 associations d'assistantes maternelles vont être récupérés au profit du RPE. Oui, c'est ça, oui. En bon accord avec les associations qui ont même affiché leur intention de fusionner. Oui, non, mais j'entends bien, effectivement, c'est un sujet que vous aviez déjà évoqué, oui. Mais mon inquiétude était de savoir si vous alliez continuer à leur mettre un local à disposition, parce que c'est vrai que c'est leur volonté de se retrouver avec leurs enfants dans des locaux, on va être dédiés, pour continuer à proposer des animations, comme elles le font aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Ok. C'est bien le cas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour préciser, on a une convention sécurisée qui montre aussi le bon état d'esprit entre les communes. C'est-à-dire si une des communes se retire, c'est dans la convention, je ne sais plus quel article, mais elle s'engage à verser intégralement sa participation jusqu'au terme de la convention. Puisque comme Bru assure la gestion administrative et porte les emplois, si les communes se retirent, on aurait pu avoir à gérer cette partie-là, mais on a cette sécurisation donnée par qu'ont proposé les Laillé et Pompéan. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réflexions sur cette délibération? Bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation encore. Désignation des représentants au sein de la conférence d'entente pour la gestion d'un relais petite enfance intercommunal. Délibération numéro 14. Donc dans le cadre de leur politique petite enfance en faveur du développement du mode de garde du jeune enfant, du soutien aux familles dans la recherche d'un mode de garde et de l'accompagnement de la professionnalisation des assistants maternels, les communes de Bru, Laillé et Pont-Réan ont souhaité s'associer afin de créer un RPE. La présente délibération vient autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'entente qui organise l'entente intercommunale pour la gestion du RPE. L'ensemble des questions d'intérêt commun relatives à la présente convention seront débattues au sein d'une conférence pour laquelle il faut à présent élire ses représentants dans chaque commune conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. La conférence est composée de 2 représentants par commune, désignés par bulletin secret par chaque conseil municipal en son sein, dans un délai maximum de 3 mois suivant la création de l'entente. La durée du mandat de ces représentants est liée à leur mandat de conseiller municipal. Aucune indemnité de fonction n'est versée par l'entente dans le cadre de ce mandat de représentation. Chaque conseil municipal pourvoit à la vacance de ses représentants dans un délai de 3 mois à compter de la vacance. Lors de la première séance d'installation, la conférence élit son président et un vice-président parmi ses membres. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président est présidée par le plus âgé des membres de la conférence. Pour la première séance d'installation, à la suite de chaque renouvellement général des conseils municipaux, la conférence est convoquée par le maire de Bru. La conférence tient ses séances alternativement dans les 3 communes. La conférence se réunit au moins une fois par semestre. Elle est convoquée par son président à son initiative ou sur la demande d'au moins la moitié de ses membres. Elle est également convoquée sur demande du conseil municipal de l'une des communes membres de l'entente. La présence d'au moins
un représentant de chaque commune signataire de l'entente est requise lors de la tenue des réunions de la conférence. Le secrétariat de la conférence est assuré de façon tournante par les 3 communes. Outre les dispositions du présent article, les règles applicables au fonctionnement de la conférence et à la tenue de ces réunions sont celles prévues par la tenue des séances du conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants. La conférence ne dispose pas de pouvoir décisionnel, elle est une instance de discussion et de proposition, elle adopte toute proposition de décision par délibération à l'issue d'un vote de ses membres. Chaque année, le calendrier des délibérations de la conférence sera adopté en fonction des dates des délibérations des conseils municipaux. Afin d'assurer une continuité du projet, la commission éducation propose de désigner M. Hervé et Mme Horry, actuellement membres du comité de pilotage du projet du RPE, comme représentants de la ville au sein de la conférence d'entente. Je vous demanderai de bien vouloir procéder à la désignation de M. Hervé et Mme Horry comme représentants de la ville de Bru au sein de la conférence d'entente. Merci M. Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Monsieur Hervé, enfin. Éducation. Convention d'investissement pour la création d'un relais petite enfance. Délibération numéro 15. Alors on a une convention d'investissement qui va être portée en fait par la ville de Pompéan parce qu'ils vont donc une partie investissement qui va être importante pour eux parce qu'ils vont investir dans un nouveau local. Le bénéfice pour Laillé et Bru, c'est que compte tenu du montant qui va être donné par la subvention CAF, la partie de Bru et de Laillé et de Bru va être complètement intégrée, ce qui fait que la part de la commune va être égale à 0 et pris en charge du coup et Pompéan du coup prend en charge le reste à financer. Dans le cadre de leur politique petite enfance en faveur du développement des modes de garde du jeune enfant, du soutien aux familles dans la recherche de modes de garde et de l'accompagnement de la professionnalisation des assistants maternels, les communes de Bru, Laillé et Pompéan ont souhaité s'associer pour la création d'un RPE. Afin que le projet puisse être établi sur plusieurs communes partenaires, il convient de s'appuyer sur une convention concernant les dépenses d'investissement, achats et remboursements liés à ce projet. Dans le cadre de la demande de subvention d'investissement réalisée auprès de la CAF, la commune de Pompéan procédera à la demande de subvention d'investissement car son projet de construction et son besoin en investissement sont supérieurs à ceux des communes de Bru et de Laillé. Il a été acté lors du comité de pilotage du 25 mars 2022 que l'intégralité des dépenses d'investissement des communes de Bru et de Laillé sera subventionnée par la CAF. Les communes de Bru et de Laillé procéderont aux achats de matériel en fonction de l'enveloppe déterminée pour chacune des communes et remettront à la commune de Pompéan les factures afin d'être remboursées par cette dernière. La commune de Pompéan procédera au remboursement en fonction du montant réel des factures. Chaque commune restera propriétaire des achats réalisés dans le cadre de l'investissement du RPE. Le bâtiment petite enfance de la commune de Pompéan, intégré dans la demande de subvention, est et restera la propriété de la commune de Pompéan. La présente convention sera caduque une fois que toutes les dépenses d'investissement seront réalisées et remboursées par la commune de Pompéan aux communes de Bru et de Laillé, sous un délai maximum de 2 ans à compter de la date de signature de la présente convention. Cette dernière n'est pas renouvelable. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention qui fera l'objet de délibérations concordantes dans les conseils municipaux de Laillé et de Pompéan. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 16, vie associative, Monsieur Kermarek. Alors, il s'agit
du renouvellement de la convention de mise à disposition des emplacements publicitaires dans les équipements sportifs municipaux pour les 4 associations qui en bénéficient, les 5 d'ailleurs, l'Amicale laïque, la Jeanne d'Arc, le Football Club de Bru, le ROC et le tennis, que ce soit dans les salles ou sur les abords des terrains. Voilà. Et donc on propose de reconduire la convention pour 2 ans jusqu'au 30 juin 2024. Merci, Monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 17, animation, tarif des marchés de Noël 2022, Monsieur Kermarek. Là encore, c'est une délibération habituelle. Il s'agit de fixer les tarifs des stands et des matériels pour le marché de Noël. Donc cette année, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis un certain temps, et que les frais aussi de fonctionnement de la halle augmentent, nous proposons une augmentation de 7%. Qui amène les tarifs aux montants qui sont indiqués ici, donc qui est une augmentation qui peut paraître importante, 7%, mais 7% c'est, comme on dit, moins que l'inflation. Et de toute façon, on a beaucoup de demandes, et en général, les commerçants sont très satisfaits de cette période-là et de leur venue à Bru. Voilà. Merci, Monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 18, vie associative toujours, Monsieur Kermarek. Là, il s'agit des conventions pluriannuelles d'objectifs que nous avons signées avec l'Amicale laïque, la Jeanne d'Arc, le FC Bru et le ROC. Donc, dans ces conventions, donc sont conclues pour 3 ans, 4 ans même. Et chaque année, on doit amener un avenant pour préciser le montant exact de la subvention. Et donc, c'est cet avenant qu'on vous propose de signer pour cette année. Merci, Monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Vie associative toujours, délibération numéro 19, Monsieur Kermarek. Là, c'est du tarif de location des équipements sportifs de la ville aux établissements scolaires dont il s'agit. Donc, on vous propose, comme d'habitude, de facturer, de fixer ces tarifs à l'équivalent de la subvention qui est apportée par les collectivités en charge des collèges, c'est-à-dire le conseil départemental ou de la région, le conseil régional. Et il y a une petite erreur, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a une petite erreur dans la délibération, dans les tarifs fixés par le conseil régional. Alors, il y a une double erreur. Il y a une faute de frappe à 14,07 € au lieu de 14,08 € pour les installations couvertes, et le tarif des installations de plein air qui est mentionné donc dans la délibération et pas dans le tableau est de 10,33 €, et ça c'est le tarif de l'année dernière. Donc les bonnes sommes à retenir sont 14,08 € de l'heure et 10,47 € de l'heure pour les installations pour les lycées, installations couvertes et d'extérieur. Bien, merci. Merci. Je le document en direct parce que j'ai pas la main dessus, mais ce sera fait évidemment. Monsieur Houssin. Non, je souris parce que Kermarek l'a échappé belle, donc c'est bien. Il a rectifié avant que je puisse intervenir, donc c'est parfait. Mais comme il était coutumier du fait à une autre époque, donc. Vous vous seriez fait un malin plaisir de le remarquer. Non, c'était juste une coquille à rectifier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'intervention? Non, je peux peut-être juste ajouter quelque chose quand même qui est hors
hors de ces délibérations, c'est qu'on a eu ce week-end la tenue du championnat fédéral de gymnastique qui s'est déroulé sur le COSEC avec finalement un temps acceptable qui a permis un bon déroulement des épreuves. Et bon, c'était un beau spectacle et puis une belle fête avec 1300 enfants. Donc c'était voilà, c'était intéressant. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir, mais c'était une belle réussite et on est content que ce genre d'événement puisse se dérouler sur notre territoire. Je confirme. Monsieur Houssin ? J'ai juste peut-être quelque chose auquel on pourrait peut-être solliciter les associations. C'est vrai que c'était un bel événement, mais c'est vrai que la population brugeoise n'a pas forcément été invitée, enfin pas suffisamment en tous les cas, et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de familles en fait des gymnastes, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse mieux communiquer. Enfin, c'est l'association qui fait le relais, mais c'est vrai que c'est un peu au regret qu'ont eu certaines personnes de pas. Voilà, on aurait peut-être un peu mieux communiqué. Ça aurait été. Cela dit, les salles étaient pleines. Hein. Alors on aurait du mal à alors, ça aurait peut-être un autre difficulté, mais c'était plus sur la partie extérieure, enfin en plein air. Mais... Non, mais merci. On essaiera de mieux communiquer, effectivement, pour les prochaines éditions, si toutefois la ville de Bru est encore retenue, ce qu'on souhaite évidemment. Bien, merci. Donc je passe au vote cette délibération numéro 19, c'est bien ça, hein, 19. Donc délibération numéro 19, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. On passe donc à la délibération numéro 20, la vie associative toujours, Monsieur Kermarek. Oui, cette fois il s'agit donc de faire une demande de subvention à la Fédération française de football et à la Fédération française de basket pour l'aide au financement des équipements extérieurs qui vont être installés ou construits sur le COSEC lors du dernier trimestre 2022. Donc on demande 40 000 euros TTC à la Fédération française. Donc c'est une demande, mais c'est une demande qui est en fait, comment dirais-je, dont on est sûr du résultat. Et pareil pour le basket, 4 000 euros. 4 000 euros pour le basket et 40 000 euros pour le football. C'est bien ça? Donc, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Houssin? Oui, enfin, il aurait peut-être été intéressant d'avoir peut-être un peu un affichage, enfin, je sais pas, sur un schéma comme on a pu l'avoir dans la commission pour montrer un peu aux conseillers, et puis en fait les projets, parce que une subvention, mais le projet est peut-être intéressant à être diffusé en tout cas, ou être... Ça a été montré en commission, peut-être que je l'ai, je suis pas... Ouais. On va voir si on peut le projeter, oui. On a deux terrains de foot qui sont prévus, 2 terrains de foot 5, et 2 terrains, en réalité 2 terrains de basket 3-3 qui finalement feront un terrain de basket à 5 aussi, sachant qu'on a plus de subventions quand on demande pour 2 terrains de 3-3 que pour un terrain de foot 5, et donc dans l'appel d'offres qui a été lancé, donc on voit un terrain qui est en vert et un qui est en blanc, c'est parce que le blanc c'est une tranche conditionnelle. Et donc si en fonction des résultats des appels d'offres, si on peut construire le deuxième terrain, eh bien on aura aussi 40 000 euros de la fédération. Alors, vous avez vu, hein, c'est situé sur la partie ouest du terrain stabilisé qui est à l'entrée du stade. Il faudra, enfin, c'est juste un point de détail, mais c'est vrai que bon, pour cette année, ce sera possible, mais pour le feu d'artifice, il faudra penser à un autre lieu. Effectivement, on y réfléchira.
Merci. Donc, je propose de passer au vote les délibérations 20 et 21, à moins qu'il n'y ait des objections. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, les délibérations 20 et 21 sont adoptées à l'unanimité. Monsieur Kermarek, encore, pour le contrat de régie publicitaire pour le minibus, délibération numéro 22. Là, il s'agit donc de prendre en location gratuite un nouveau minibus, plutôt un minibus supplémentaire, puisque les besoins à la fois du service jeunesse, du service vie associative sont de plus en plus prégnants. Donc on a cette possibilité d'avoir un minibus gratuit, un petit peu comme celui qu'on a déjà, hein, avec une société, c'est pas la même, mais enfin c'est le même principe. Donc pour un contrat de 4 ans. Voilà, donc on vous demande d'accepter donc cette location gratuite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame Chevalier pour la délibération numéro 23 concernant l'approbation du protocole relatif au temps de travail. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Ce soir, je vais donc vous proposer de voter un ensemble de délibérations permettant la révision du protocole de temps de travail à la ville de Bru. Conclu en mars 2001, ce protocole a donc plus de 20 ans. Il devenait daté, un rien en décalage sur certains points de la réalité de l'organisation de la collectivité. L'évolution de la réglementation, mais également des enjeux managériaux, d'organisation du travail, notamment par l'instauration du télétravail, et aussi de qualité du service rendu aux usagers, demandait à faire évoluer ce protocole. Cette révision aura eu lieu dans la discussion et la coopération avec les agents de la ville, les directeurs de service, les organisations syndicales et les élus du conseil municipal. Elle aura été menée adroitement par le CDG 35, la direction générale et le service des ressources humaines, dont je salue une fois encore le travail très fourni et qualitatif. Entre le dernier trimestre 2021 et aujourd'hui, pas moins d'une dizaine de rencontres interservices, 4 comités techniques et plusieurs temps d'échange avec les organisations syndicales auront eu lieu pour aboutir aux documents qui vous sont présentés ce soir. Donc quelques changements à noter dans ce protocole entre la version que vous pouvez observer aujourd'hui et celle de 2001. Je vais les lister, ou du moins quelques-unes. Un système d'application des jours de fractionnement plus avantageux pour les agents. La règle dit « Un jour de congé supplémentaire est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours. » Une autre interprétation de la règle avait été faite avant, en adéquation alors avec le protocole ARTT. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a conduit à réouvrir cet accord. Mais aussi une instauration de plages horaires de travail fixes, donc de 9h30 à midi puis de 13h30 à 16h, et d'autres donc variables. L'organisation des services restant la responsabilité du responsable d'équipe. C'est pas très clair ma phrase, mais... Un temps de pause méridien minimum fixé à 45 minutes et au maximum jusqu'à 1h30. Une réduction du nombre de cycles de travail allant de 35 heures à 40 heures, étant attribuée en fonction des missions des agents et des besoins du service. Des modalités de réalisation de la journée de solidarité plus accessibles pour les agents à 35 heures. Au-delà de 35 heures, les agents ont une journée de RTT en moins. Une harmonisation recherchée concernant les heures complémentaires et supplémentaires. Il est souhaité que les heures soient récupérées. Exceptionnellement, elles seront indemnisées. Une attention sera d'ailleurs portée sur ces sujets afin de voir s'il convient d'augmenter les quotités de travail des agents faisant régulièrement des heures complémentaires. Une harmonisation aussi concernant les heures supplémentaires pour le travail de nuit. Un mix entre indemnisation et récupération sera privilégié afin d'équilibrer entre repos compensateur et fonctionnement normal des services. Concernant les astreintes, une mise à jour était nécessaire afin d'intégrer les barèmes de compensation de l'astreinte dans la délibération, ainsi que les heures d'intervention en repos compensateur. Une liste des métiers concernés devait être attachée, et c'est donc le cas dans cette délibération.
Concernant maintenant les temps partiels sur autorisation, le changement réside dans la restriction des modalités de réalisation. Ils seront possibles par journée ou demi-journée, et non par heure ou par cycle, comme pouvait le prévoir la loi. Au sujet des congés, le changement réside dans la période de report des congés d'une année à la suivante. Jusqu'alors, elle a été tolérée jusqu'en mars, mais ce n'était pas en phase avec les règles à observer. Elle change pour fin janvier de chaque année. Le protocole de 2001 n'évoquait pas le CET, le compte épargne-temps, puisque c'est une disposition qui est apparue après cette date. Il fallait donc intégrer cette donnée dans le présent accord. Le dernier axe concerne les ASA, autorisations spéciales d'absence. Le changement se situe sur la suppression de certaines heures qui étaient jusqu'alors offertes aux agents, comme une heure de rentrée scolaire, une heure pour finir plus vite la veille de Noël ou du jour de l'an. La règle des 1607 heures a rappelé que ces heures n'étaient plus possibles. La liste des ASA reconnus est listée dans la délibération. Voilà, mes chers collègues, la présentation de ce protocole RTT. À noter que ce protocole découpé en plusieurs délibérations nous permettra à l'avenir, en cas de changement à apporter sur une thématique ou sur une autre, de modifier uniquement la délibération concernée et non le protocole en entier. Je vous propose à présent, si vous en êtes d'accord, comme la jurisprudence du Conseil d'État du 5 juillet 2021 nous y autorise, à voter en une fois l'ensemble des délibérations portant sur le protocole temps de travail. Merci. Merci Madame Chevalier. Donc la proposition qui est faite est de voter les délibérations 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un seul bloc. Est-ce qu'il y a des oppositions? C'était juste pour... on en a largement débattu en commission et c'était pour féliciter l'ensemble des services, les élus et puis les agents qui sont rentrés dans une démarche de co-construction, et je trouve que c'est un protocole qui est vraiment très bien mis à jour et c'est plus lisible, plus accessible, et bravo. Merci beaucoup. Oui, au passage, le service communication a fait aussi un beau travail de synthétisation et de mise en lumière de toutes ces règles. Donc c'est aussi plus facile de les appréhender. Bien, Monsieur Joly. Merci. Alors, je voudrais souligner la qualité du document, comme Vincent, que vous nous proposez au vote. Il est le fruit d'un travail de concertation entre les élus, la direction et les organisations représentatives du personnel. C'est un document très technique, mais clair et transparent. Depuis plusieurs années, nous assistons à une prise de conscience de l'importance des services publics. Les périodes de crise, les conflits sociaux, la pandémie, la guerre en Ukraine ont mis en relief l'importance de nos services publics pour assurer la continuité de la République et la solidarité nationale. Les médias, les hommes et les femmes politiques ont longuement mis en valeur toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont assuré sans compter, parfois au péril de leur santé, cette continuité. Les élections nationales ont mis en exergue certains métiers qui méritent une reconnaissance, mais aussi une revalorisation de leur salaire. Les personnels de santé qui œuvrent dans les hôpitaux, les EHPAD, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, qui sont souvent le seul lien avec l'extérieur. Les enseignants qui se sont mobilisés pour accompagner les élèves pendant les confinements et qui ont fait découvrir à beaucoup de parents la spécificité, la complexité de leur métier. Les forces de police, etc. Il y a bien d'autres missions qui sont assurées par les fonctionnaires. Je voudrais mettre en avant les fonctionnaires qui sont aussi en direct avec la population et qui sont un maillon essentiel à la vie locale. Je veux parler des fonctionnaires territoriaux, si utiles, si mal payés, si mal connus de nos femmes et hommes publics, car presque jamais cités. Beaucoup sont des fonctionnaires de catégorie C, à peu près 80%, qui ont vu ces dernières années leur pouvoir d'achat stagner malgré la revalorisation de leur carrière. Les futures annonces du gouvernement vont annoncer une augmentation du point d'indice qui ne couvrira que l'inflation et encore. Si nous n'y prenons pas garde, et c'est déjà un réel problème dans les collectivités, nous aurons de plus en plus de mal à recruter des personnes compétentes. Voyons ce qui se passe dans le secteur de l'enfance, du social et du bâtiment. C'est souvent en période de crise que l'on s'aperçoit de l'importance de ces services publics. La crise passée, ne les oublions pas, nous aurons d'autres crises à gérer. Merci. Merci, Monsieur Joly. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Donc je passe au vote. Des délibérations 23 à 33. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ces délibérations? Est-ce que quelqu'un s'abstient?
Donc les délibérations 23 à 33 sont adoptées à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération numéro 34. Personnel, Madame Chevalier. Merci. L'avancement de grade se définit comme le passage d'un grade à un grade supérieur au sein d'un même cadre d'emploi. L'avancement y a lieu de façon continue, c'est-à-dire d'un grade du cadre d'emploi au grade immédiatement supérieur de ce cadre d'emploi, selon l'une des modalités suivantes. Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, ou par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement après une sélection par voie d'examen professionnel. Les agents dont les postes sont listés dans la délibération ci-après, et dans le cadre de la mise en œuvre des décisions d'avancement de grade des agents remplissant les conditions, il est proposé les suppressions et créations de postes ainsi que la modification du tableau des effectifs. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 35. Personnel toujours. Madame Chevalier. Merci. À la direction éducation service petite enfance, suite à l'augmentation de la capacité d'accueil du service petite enfance et à la hausse du nombre d'enfants pris en charge, il convient d'adapter les ressources en personnel afin de répondre aux besoins du service et donc de permettre le lancement de la procédure de recrutement. Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée la création d'un nouveau poste dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation à temps complet à compter du 27 juin 2022 pour exercer les missions d'assistante petite enfance. L'augmentation du temps de travail également d'un agent titulaire exerçant les missions d'auxiliaire de puériculture est régulièrement amené à réaliser des heures complémentaires. Il convient donc de supprimer le poste d'auxiliaire puériculture principal 2e classe à 28,35e et de créer en remplacement un poste d'auxiliaire de puériculture technique principal 2e classe à temps complet à compter du 1er juin 2022. 1er juillet. J'ai dit juin? Oui. Ah ouais, bah juillet. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 36, personnel toujours, Madame Chevalier. Donc là, à la direction des infrastructures et de l'espace public, exactement au service logistique multisite et à la direction de l'éducation service école, pour permettre l'affectation d'un agent du service logistique multisite sur de nouvelles missions au sein du service école de la direction de l'éducation, compatible donc avec son état de santé et une durée de travail réalisable pour l'agent, conformément à l'avis du comité médical, du médecin du travail et à la demande écrite de l'agent, Monsieur le maire propose à l'Assemblée, à compter du 1er juillet 2022, la suppression d'un poste d'adjoint technique principal première classe à 28,35e au sein du service logistique multisite et la création d'un poste d'adjoint technique principal première classe à 18,4035e au sein du service école. Et à la direction de l'éducation service enfance, afin de permettre le recrutement d'un agent permanent adjoint d'animation au sein de ce service, sur un poste en adéquation avec les besoins du service, Monsieur le maire propose à l'Assemblée, à compter du 30 août 2022, la suppression d'un poste vacant d'adjoint animation à 33,35e et la création d'un poste d'adjoint d'animation à 28,35e au sein du service enfance. Conformément aux dispositions prévues par la loi, le recours à un contractuel est envisageable. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions, pas de remarques. Très bien. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Numéro 37. Toujours le personnel, Madame Chevalier. Oui. Monsieur le maire expose que la ville peut parfois recourir à des personnels contractuels non permanents pour assurer des tâches occasionnelles saisonnières ou liées à un surcroît temporaire d'activité. Ces situations arrivent notamment dans les cas suivants, en cas de surcroît d'activité et donc de renfort temporaire ou saisonnier des services. La délibération du conseil municipal numéro 8 du 21 janvier 2008, autorisant le recrutement des agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne peut aujourd'hui plus constituer une pièce justificative à la liquidation de la paye. Ces emplois sont répartis selon les besoins des différents services de la collectivité.
En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d'emploi qui peuvent être mobilisés sur la base d'une analyse précise des besoins réels des services validés. Ces chiffres étant un plafond, il ne s'agit pas de création d'emplois permanents, mais bien temporaires, que la collectivité pourra solliciter ou non. Considérant que ces emplois doivent être créés par une délibération de l'Assemblée délibérante, considérant les besoins des services, il est nécessaire de prévoir l'accompagnement des enfants sur le temps scolaire et périscolaire. Ces missions confiées aux ATSEM, animateurs ou agents d'entretien et de restauration ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. Le renfort des services également de la direction des infrastructures et espaces publics liés à des besoins saisonniers ou à un accroissement temporaire de l'activité. Ces missions confiées aux agents techniques ne peuvent non plus être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. Le renfort des services des directions de la ville publique liés à des besoins saisonniers ou un accroissement temporaire d'activité. Je vous épargne la phrase. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée délibérante de créer les emplois non permanents, donc suivants, donc listés en fait dans la délibération, voilà, en application des articles qui sont cités là également, et de l'autoriser à recruter les agents en capacité d'exercer les missions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 38, et ce sera la dernière pour ce soir. Donc, Madame Chevalier, concernant l'indemnité des élus. Oui, nous vous remercions de prendre connaissance de la nouvelle répartition des indemnités des élus du Conseil. Voilà, le tableau est là. Merci. Merci bien. Donc, il n'y a pas de vote sur cette délibération? Merci. Si, il y a un vote. Ouais. Très bien. Prendre connaissance, moi j'avais entendu, donc oui, très bien. Pour moi. Donc je propose le vote. Qui vote contre? À moins qu'il y ait des remarques. Pas de remarques. Donc je propose le vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Nous en avons, chers collègues, nous en avons terminé pour ce conseil municipal du 27 juin. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un bon été.